municipales seront l'occasion d'exprimer un vote sanction contre la politique de votre gouvernement. Votre circulaire a donc pour unique objectif de minimiser l'impact de la défaite électorale qui s'annonce pour la République en marche. Depuis plus de 20 ans, nous entendons la même rengaine en Ariège, comme dans tous les départements ruraux de France. Vous devez rendre des postes. Non, ça suffit, ce n'est plus possible, ce n'est plus acceptable. C'est pourquoi nous devons redoubler de vigilance quant à l'impact de nos activités, en particulier agricoles et industrielles, sur la ressource en eau. Sensibilisé à cette thématique préoccupante, comme tous mes compatriotes ariégeois, je souhaiterais attirer votre attention sur le remblaiement des excavations laissées par l'exploitation des gravières. Votre circulaire enjoint au préfet de ne classer que les listes des villes de plus de 9000 habitants. Dans mon département, par exemple, sur 332 communes, seules 2 seront comptabilisées, Pamiers et Foix. Sous couvert de liberté des candidats, vous allez brouiller les clivages politiques et manipuler les résultats électoraux. En vous préoccupant uniquement des zones urbaines, vous reléguez au second rang l'autre France, celle des invisibles, celle des ronds-points toujours jaunes. Votre action politicienne participe de l'aggravation de la fracture sociale qui s'installe dans notre pays. Mobilisation le 5 décembre pour le retrait de la réforme des retraites. Les lanceurs et les lanceuses d'alerte, comme Céline, par leur courage, rendent un immense service à la liberté et à la démocratie. Voilà, en tout cas, merci à vous d'être là. On va faire un format plutôt avec questions-réponses, un peu plus convivial. Je vais vous quand même dresser un petit peu le bilan et le climat dans lequel on évolue en ce moment, nous, à l'Assemblée nationale, mais vous ici, un petit peu ce qui a été fait ici. On est dans un système qui commence à ressembler à une grande dérive autoritaire, hein. Quand on voit comment sont réprimées aujourd'hui les manifestations, moi j'ai manifesté, ça fait longtemps que je manifeste, quand les gendarmes, pas les gendarmes, les CRS sortaient les lacrymogènes, c'est qu'on avait commencé à faire un idiot quand même. On avait commencé, il s'était passé quelque chose. Aujourd'hui, ils sortent les lacrymogènes pour dire bonjour. Voilà, donc on est dans une société. On est dans un carrefour des civilisations, c'est-à-dire que on doit faire un choix de société. Ce qui se passe aujourd'hui, les discussions sur la retraite, il est là, c'est vous, citoyennes et citoyens, qui ferez ce choix de société. Celui de la solidarité, celui de la République ou celui de l'individualisme et de l'ordolibéralisme du gouvernement qui est en place aujourd'hui. Voilà, donc ce gouvernement, alors vous savez, par la télévision, moi je le vis par la rencontre des ministres et par la vie effective de la République à Paris. On est dans une phase où les gens se sentent complètement omnipotents. Et les seuls dont ils ont peur, c'est vous. C'est-à-dire qu'ils disent jusqu'où on peut aller, quoi. Jusqu'où on peut aller, jusqu'où on peut pousser le bouchon. Là, ils commencent quand même à se dire peut-être qu'on va un peu loin. Mais vous avez vu quand même que Édouard Philippe vient de remplacer le terme âge pivot par âge d'équilibre. Mais ça veut dire la même chose, donc ça a le même résultat. Et je l'avais précisé sur un plateau télé la semaine dernière, et je vais la semaine prochaine là sur un plateau télé pour rappeler que j'avais dit qu'il changerait juste le nom, mais qu'il ne changerait pas la forme. Et c'est bien ce qui se passe. Alors on organise des pseudo-concertations. Vous savez, c'est quelque chose d'assez kafkaïen. C'est-à-dire quand on est arrivé en 2017, ils nous ont dit on vote là maintenant des ordonnances travail. C'est-à-dire qu'on casse le code du travail. On casse le code du travail. Et à la fin, au bout là-bas, alors il y a eu l'inversion des normes, bien sûr, mais au bout là-bas, il y avait un truc qui disait il y aura concertation avec les syndicats, quels que soient les syndicats, alors paritaire, patronat,
Et si jamais ça ne marche pas, si les concertations échouent, même avec le gouvernement, c'est le gouvernement qui aura le dernier mot. Et ça, c'est inscrit dans la loi. Donc l'idée du gouvernement, ce n'est pas d'organiser un consensus, hein, mais un dissensus, oui. Parce que sur un consensus, il serait bloqué. Si jamais, imaginons même que le patronat et les syndicats de travailleurs arrivent à un consensus, le gouvernement serait très embêté s'il est différent de ce qu'ils ont proposé. Donc pour eux, l'intérêt, c'est d'arriver au dissensus parce qu'ils l'ont inscrit dans la loi. Et c'est pas nous qui l'avons voté, bien sûr. Hein. Nous, on vote contre toutes ces lois scélérates. Mais c'est inscrit dans la loi. Alors pour eux, ils préfèrent, vous le savez, privilégier une caste qui est de plus en plus réduite, tout en haut, là-haut, c'est moins de 10% de la population, et à qui on va exonérer l'ISF, la suppression de l'exit tax, et par contre, on va demander quand même de baisser les APL des étudiants de 5 €. Hein, voilà. Donc, vous voyez, donc il y a un choix de société qui s'opère, et nous sommes dedans. Et donc, tout ceci fait qu'il y a des contestations. La plus grande contestation qu'on a vécue là, et qui continue encore, la contestation des Gilets jaunes, est une très grande contestation comme on n'en avait jamais vu sous la Ve République. Plus d'1 an de contestation toutes les semaines et tous les jours, c'est quelque chose d'unique sur la Ve République. Alors, dans cette contestation, il y a la problématique du travail, de toutes ces réformes, mais il y a aussi la problématique de l'inégalité territoriale. Et nous, en Ariège, on vit ça. Moi, quand je suis à l'Assemblée, les collègues me disent « Mais comment ça se fait que tu as encore des gilets jaunes sur les ronds-points ?» Mais c'est normal. C'est ici, ou dans des endroits comme ici, ou dans la Creuse, ou dans les Hautes-Alpes, qu'il y a une inégalité territoriale extrême. C'est-à-dire que vous payez des impôts pour des services publics que vous n'avez pas. Donc voilà, donc c'est normal que les gens disent cette inégalité territoriale, nous la dénonçons. Et c'est pour ça qu'il y a toujours des gens ici sur le rond-point. Voilà, et donc on organise des grands débats qui sont des grandes mascarades, et puis on en profite, par exemple là, à ce moment-là, pour instaurer une disparité dans la pluralité des opinions. C'est-à-dire on couche sur les tables de la loi, les choses ainsi, c'est-à-dire qu'on pose 2 minutes 30 pour les européennes d'expression, et c'est monté à 4 minutes 30 pour nous et les communistes notamment, contre 7h30 pour la République En Marche. Et donc ça, cet équilibre-là, ils l'ont posé au regard de ce qu'il y avait dans l'hémicycle, de la composition de l'hémicycle, ce qui est une aberration complète, quoi. Voilà, donc si vous voulez, on a là un mouvement qui ressemble à ce que mettent en place et ce que mettent en place les régimes autoritaires. C'est-à-dire qu'on installe un régime législatif qui favorise la caste qu'on veut favoriser, on muselle l'expression publique, c'est-à-dire qu'on fait une loi notamment sur les médias, des choses comme ça, c'est-à-dire que, par exemple, sur le CSA, on donne des pouvoirs au CSA qui sont carrément des pouvoirs de justice, qu'ils n'avaient pas avant. Donc, on est en train de détricoter la loi de 1881 sur la liberté d'expression. Voilà, donc ça, on a là des cheminements qui sont similaires à ceux que mettent en place les États totalitaires pour pouvoir s'installer au pouvoir. Et derrière, eh bien, on met en place des lois qui ressemblent à des lois qu'aurait mis en place si le Front National était au pouvoir, l'aurait mis en place. C'est-à-dire la loi, si je prends la loi celle qui m'a touché le plus, la loi Asile-Immigration. La loi Asile-Immigration, que ce soit notre République française qui ait posé cette loi, j'en suis absolument désolé. J'en suis absolument désolé. Et je m'en excuse auprès des générations futures parce que c'est dramatique de savoir qu'il est inscrit maintenant dans la loi qu'on peut enfermer des enfants juste par le fait qu'ils soient migrants, qu'ils soient donc étrangers. Ça, c'est dans la loi française. Voilà, donc... Et puis, il faut accompagner, donc cet ordolibéralisme autoritaire doit s'accompagner par la casse des services publics. Il faut privatiser tous les services publics.
parce que, effectivement, la caste qu'on privilégie, c'est celle qui détient le pouvoir financier. Donc il faut leur donner de plus en plus de volants d'action financièrement, sur les retraites avec BlackRock, mais puis sur le pacte ferroviaire notamment. C'est-à-dire que la privatisation de la SNCF, avec comme motif qu'il y avait un trou à la SNCF, et on remet en cause le statut des cheminots. C'est pas le statut des cheminots qui a fait le trou de la SNCF, c'est la gestion de M. Pépi et de ceux d'avant qui ont fait le trou de la SNCF. Voilà. Et puis, vous avez cette privatisation qui nous occupe aussi ici en arrière, c'est la privatisation des barrages. La privatisation des barrages, c'est pas seulement la privatisation de l'énergie, la privatisation d'EDF, qui va venir bientôt, c'est la privatisation de l'usage de l'eau. Hein. C'est-à-dire que lorsque EDF était en charge de la gestion des barrages, lorsqu'il y avait un problème d'étiage en aval, il suffisait d'appeler EDF et techniquement, dans la mesure où ils pouvaient le faire, ils levaient effectivement leur barrage pour faire des lâchers d'eau. Lorsque ce sera Veolia qui aura le barrage, eh bien d'une part il vous dira non, ou il vous dira on l'a prévu mais pas maintenant, ou il vous dira ça coûte tant. Et les gens diront ok on paye, mais enfin c'est pas eux qui vont payer, c'est vous qui payez. C'est-à-dire qu'à la fin de la facture, vous aurez encore une taxe, notamment pour les lâchers et les choses comme ça. Voilà un petit peu tout ce que ceci implique. Et puis, ces privatisations, est-ce qu'elles rapportent à l'État? Non. L'État perd de l'argent, et c'est là qu'on se pose quand même quelques questions sur l'intérêt de procéder à ces privatisations. La Française des Jeux, c'est une poule aux œufs d'or, quoi, qui rapportait et qui notamment finançait pour une petite partie de ses recettes, une taxe qui finançait les actions sportives. Eh bien ça va être privatisé. Et puis ADP qui fait 760 millions d'euros de bénéfices en 2018, et où on nous dit on va le vendre bien, et puis ce qu'on récupérera, on va le vendre à peu près 15 milliards, on mettra 5 milliards à la dette, on a à peu près 2000 milliards de dette. Hein. Donc on vous donne les 5 milliards, c'est-à-dire vous ouvrez la fenêtre, hop, et vous la refermez, vous avez un courant d'air, et c'est à peu près ça qui va se passer. Il restera 10 milliards, et ces 10 milliards, ils veulent les mettre en bourse, et pour capitaliser et récupérer des subsides, 250 millions. Donc si vous voulez, on se pose véritablement la question, quels sont les véritables intérêts derrière tout ceci? Parce que ce n'est même pas un intérêt économique ni financier. Voilà, par exemple, on a vendu l'aéroport de Toulouse à un consortium chinois, et ce consortium chinois est en train de le revendre, là, avec une plus-value en 4 ans de 192 millions d'euros. 192 millions d'euros. Voilà, donc à partir de ce moment-là, on peut s'imaginer l'intérêt de la démarche de privatisation. Et puis alors après, derrière, c'est l'audiovisuel. Vous comprenez, je me rappelle moi de Mourouzi qui mettait son casque de chantier et qui disait voilà, maintenant nous allons faire des ponts. En fait, ce qui se passe, c'est qu'en vendant l'information aux gens qui font des ponts et aux financiers, on instaure une culture de la consommation et on vous mène dans un sens où on ne vous permet pas de réfléchir à autre chose que juste survivre. Et on dirige la pensée sur la peur de l'autre, la peur de celui qui est de loin, mais la peur du fonctionnaire, la peur du voisin. Et derrière, surtout, on accompagne les démarches gouvernementales. Parce que l'intérêt de Bouygues, c'est surtout pas d'être contre le gouvernement, parce que le gouvernement, lui, il a besoin de faire des ponts. Et lui, il répond à des appels d'offres. Et en fait, c'est une entente tacite entre une oligarchie dominante et un pouvoir qui a décidé de suivre cette domination oligarchique. C'est un libéralisme qui nous vient d'Allemagne et qui a été inventé bien en amont. Et voilà, et donc on casse le service public, et ce gouvernement a annoncé qu'il ferait le plus grand plan social du quinquennat, c'est-à-dire qu'il supprimerait 120 000 postes de fonctionnaires. 120 000 postes de fonctionnaires, c'est le plus grand plan social de ce quinquennat. Le système de santé, eh bien voilà, c'est un système qui était envié par beaucoup d'autres pays. Eh bien voilà, on est en train de le casser complètement. J'étais avec un dirigeant d'un syndicat du patronat dernièrement,
dans des vœux et qui m'expliquait que sa femme infirmière est allée au Shiva travailler avec le pied cassé, quoi, parce qu'ils n'avaient plus de gens pour travailler. Et à l'écart d'infirmière, et donc il fallait qu'elle y aille. J'ai dit déjà qu'il ne fallait pas aller travailler dans ces conditions-là, c'est pas possible. Vous comprenez que le service public ne tient que par l'abnégation des fonctionnaires qui y travaillent. À un moment donné, on arrive là, à cette limite de rupture, et jusqu'à quand les choses pourront durer. Il s'agit aujourd'hui plus d'années ou de choses comme ça. Je pense que c'est une question de mois, de semaines ou de mois, et à un moment donné, ça n'est plus possible. Vous avez vu qu'aujourd'hui, 1200 docteurs ont démissionné de leur poste administratif. C'est une désorganisation qui va s'opérer de l'hôpital public, qui va être énorme. Et voilà, et puis, il y a des grandes annonces. Et les annonces, par exemple, sur le budget, le supplément du budget sur l'hôpital public, c'est le budget du CHU de Lille. Voilà. Donc, voilà où on en est, quoi. Et donc, nous, à l'Assemblée nationale, nous sommes dans ce climat qui est un climat absolument délétère. Nous, on le sent quasiment pré-révolutionnaire. On se dit, il suffit d'une étincelle. Dernièrement, il y a des enfants qui se sont malheureusement immolés dans des facs, des choses comme ça. On s'est dit, pourvu que ça parte pas, parce que ce qu'il faut que vous sachiez quand même, c'est que nous sommes, nous les pacifistes, pendant la campagne, je l'avais dit, la garantie du pacifisme en France, c'est de voter pour nous. Pas pour Le Pen, c'est pas possible, mais ni pour Macron, parce qu'effectivement, là, on va à une marche forcée vers un clivage dans notre société qui devient de plus en plus flagrant, et les tensions sont telles que la haine maintenant s'est installée. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on arrive à des moments où les discussions ne sont plus possibles, et les rencontres se font violentes. Et ça, moi, je déplore ça, et je le dénonce, et je dénonce la violence d'où qu'elle vienne. C'est-à-dire que si elle vient des Black Blocs, et d'autre part, des gens qui crèvent des yeux et qui arrachent des mains. Ça aussi, je dénonce. Donc voilà, j'ai une pensée pour ceux qui ont subi toutes ces mutilations. Alors, le député de la nation, lui, qu'est-ce qu'il fait? Son rôle de député, c'est de voter des lois et de contrôler l'action du gouvernement. Et quand vous voyez dans l'hémicycle un hémicycle clairsemé, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'ils font? Mais où ils sont? Eh bien, je vous donne un scoop, on n'est pas à la piscine, parce qu'il n'y a pas de piscine à l'Assemblée nationale. Mais par contre, il y a une salle de sport où on peut voir M. Benalla s'entraîner de temps en temps, où on y voyait, là il ne vient plus en ce moment, et donc il doit chercher son deuxième coffre-fort, peut-être. Et donc à partir de ce moment-là, ce qui se passe, c'est que les lois ne se font pas dans l'hémicycle, elles se font dans les commissions, et bien en amont. Elles rentrent dans les commissions, et là on débat. On débat véritablement en comité beaucoup plus restreint, puisque chaque commission reçoit le type de loi qui les intéresse, et puis la commission des lois, elle reçoit toutes les lois, et donc là, on modifie, on amende, et on modifie les lois. Et la loi sort de la commission et arrive dans l'hémicycle comme elle est sortie de la commission. Alors, dans l'hémicycle, on remet les amendements qui ne sont pas passés dans la commission, mais on sait que ça ne passera pas non plus dans l'hémicycle, mais la construction véritable de la loi, elle est dans la commission. Et dans l'hémicycle, on y est lorsque c'est important sur les votes solennels ou des choses comme ça. Puis je vais vous dire quelque chose. Nous, si on y était tous les 17, tous les jours, eh bien vous avez 18 députés de LREM qui attendent à la buvette. C'est-à-dire que si on est 17, il y a quelqu'un qui est à côté de moi, là, ça s'appelle le pigeonnier, et qui, lui, compte. Il compte, et voilà, donc il dit, bon, bah, ils sont 17, on en appelle 18. Nos amis communistes arrivent, ils sont 16, bah, très bien, ils en appellent 17 qui sont dans les bureaux. Les socialistes sont 29, je crois, bon, très bien, si jamais ils arrivaient tous les 29, ils en appellent 30. Ce que je veux vous dire, c'est ils ont toujours la marge de manœuvre pour être majoritaires. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire les choses, au contraire, parce que c'est la chambre d'écho, le Parlement. C'est le seul endroit qui est hyper médiatisé, où on a encore une parole publique, où on peut dénoncer ce qu'ils sont en train de faire. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il est beaucoup plus utile des fois d'aller défendre
les intérêts du service public avec les gens dans les rues, montrer effectivement que des élus sont en opposition, et puis on laisse un groupe dans l'Assemblée représentatif de chacun de nos groupes, un petit groupe, mais si on était tous les 17, déjà, il y aurait eu 15 décès, parce que c'est pas possible physiquement de pouvoir être là, ici, et puis si on est là-haut, on n'est pas ici. Et moi, j'ai très envie aussi d'être représentant de l'Ariège, donc c'est-à-dire de venir voir les Ariégeois. Je vous en parlerai un petit peu de ce qui s'est passé, ce qui s'est passé un petit peu en Ariège. Ça ne veut pas dire qu'en tant que député d'une extrême minorité, on ne peut rien faire. Au contraire, on peut faire beaucoup si on travaille beaucoup. Par contre, comme on est minoritaire, ça demande beaucoup plus de travail pour être entendu qu'un député de la majorité qui a des portes beaucoup bien plus ouvertes, et voilà. Mais par contre, on arrive à faire certaines choses. Et ce que je veux dire aussi, c'est qu'ici, sur le département, les vrais décideurs, ceux qui décident, ils vont dire si je m'inscris en faux, ce sont les maires et les conseils communautaires, un tout petit peu le conseil départemental qui a été dépouillé par le conseil régional sur ses compétences, mais voilà les gens qui signent les choses et qui sont compétents sur le territoire. Nous, députés, nous n'avons aucun pouvoir de décision sur le territoire. Alors, on peut être initiateur, facilitateur, négociateur, agitateur, effectivement, et nous avons une certaine influence sur les décisions. Quand un député appuie un dossier, la décision est réfléchie avant d'être prise. Mais par contre, nous avons, notre rôle de vigie citoyenne aussi. C'est-à-dire que moi je soutiendrai tous les projets à partir du moment où ils sont écologiquement responsables et socialement responsables. Et sur Saverdun, je dénonce l'amplitude des gravières, je demande un moratoire sur les gravières, sur Saverdun, à Romaingout, et des choses comme ça. Mais voyez ce que je dis, donc à partir de ce moment-là, j'accompagne les luttes sociales, et puis des fois ça fonctionne, et puis d'autres choses. Au niveau du travail du député proprement dit à l'Assemblée nationale, on a des délégations à 17, pas autant que le groupe majoritaire, mais comme nous sommes un groupe parlementaire, nous devons être dans des délégations. Je vous livre 2-3 trucs où je suis. Je suis membre du groupe français de l'Union interparlementaire, c'est l'ONU des parlementaires. Je suis membre suppléant de l'Assemblée franco-allemande et titulaire du Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs, membre du comité de suivi de la mise en œuvre des dispositions relatives au cinéma et aux arts, aux industries de l'image animée, membre titulaire délégué de la France allemande sur l'intelligence artificielle et l'innovation de rupture, vice-président du groupe économie insulaire France catastrophes naturelles et politiques publiques, voilà, membre du groupe conditions animales, économie sociale et solidaire, économie du sport, secteur aéronautique et spatial, livre et économie, et puis les vice-présidences dans les groupes d'amitié, France-Équateur, France-États-Unis, France-Moldavie, France-Russie, France-Canada. Puis je fais partie de grandes commissions. De grandes commissions, ce sont des parlementaires qui vont voir des gouvernements étrangers pour échanger sur les politiques bilatérales en l'occurrence, et puis multilatérales aussi, mais surtout bilatérales. Et donc je suis dans la grande commission France-Chine et France-Russie. Donc c'est-à-dire qu'on est 8 parlementaires qui allons rencontrer le gouvernement chinois, le gouvernement russe. Voilà, alors comment on fait tout ça? Tout à l'heure j'étais dans une interview de Dépêche, je me dis mais comment vous faites tout ça? Parce qu'on vous voit aussi beaucoup en Ariège. Eh ben on fait tout ça, on le fait. On ne se pose pas la question comment le faire. Moi je suis passionné par ce que je fais. Maintenant j'ai compris qu'au niveau de la fatigue, non, on ne récupérerait pas, ben on ne récupère pas, puis voilà, et on avance. Mais c'est très gratifiant quand on arrive à faire des choses très intéressantes humainement, notamment lorsqu'on fait avancer des dossiers sur l'immigration. Là-dessus, je vais vous livrer, moi, ma position, elle est simple et claire, et pour les gens qui pensaient qu'il y avait quelques ambiguïtés chez nous, il n'y en a aucune. En tout cas, chez moi, il n'y en a aucune. C'est que lorsqu'un migrant arrive sur le sol de France, moi je suis révolutionnaire, je lui dis, il faut que je te propose le meilleur accueil possible. Point. Voilà. C'est ça, voilà. On est tous à une génération donnée, issue de l'immigration, et donc on migre parce qu'on n'est pas bien dans l'endroit où on est né et où on a nos racines. Et ça, c'est grave, parce que le type qui migre et qui revient chez lui par plaisir, ça s'appelle un touriste. C'est pas la même chose.
Le migrant, lui, il subit la migration. Et donc, nous, notre seul devoir, c'est un accueil digne. Voilà, digne de la France. Voilà, ma commission, moi je suis dans la commission culture, éducation, médias, associations, jeunesse, sport, innovation, recherche et enseignement supérieur, je viens d'oublier, mais voilà, ça c'est une commission. Je suis membre de la commission de suivi des Jeux Olympiques, là-dessus on n'a pas eu de concertation, on nous a dit signer là, moi j'ai dit bah, je ne signe pas, on nous a proposé un protocole qui avait déjà été décidé entre le gouvernement et le comité olympique, comité international olympique, et on nous a demandé de ratifier. On a voté contre, parce qu'on s'est dit, on n'a pas demandé à la population, voilà. Par contre, moi je ne suis pas contre le sport, j'adore le sport, mais j'adore aussi la démocratie. Donc, puis derrière l'orientation des étudiants, alors moi je pensais aussi là que c'était le bac qui faisait qu'on pouvait aller en université ou en fac, et bien pas pour ce gouvernement, il faut passer à nouveau un parcours du combattant, avec notamment Parcoursup. Et Parcoursup, eh bien, la première année, c'est 50 000 jeunes gens qui ont décidé d'arrêter les études parce que ça n'allait pas. Voilà. L'école de la confiance, ce sont des lois qui sont arrivées dans notre commission. Alors moi, je pense que c'est surtout les enfants qui devront avoir beaucoup confiance en eux pour continuer à aller à l'école. Et là, on a la perte carrément du caractère national du diplôme, avec des parcours individualisés, donc des inégalités entre les lycées, qui n'ont pas toutes les options, bien entendu. Et puis, surtout, la volonté, toujours dans la continuité de cette politique autoritaire, de bâillonner les enseignants, avec l'article 1er de cette loi, qui dit qui interdit de critiquer l'institution dans des termes suffisamment flous, donc pour pouvoir sanctionner les enseignants. Et les ordonnances travail, quand on est arrivé, ils se sont vraiment empressés de casser le code du travail par ordonnance. D'abord, on vote le fait qu'ils vont agir par ordonnance, et ensuite, par ordonnance, on détricote, on détruit le code du travail, notamment les accords d'entreprise qui deviennent au-dessus des accords de branche, c'est l'inversion des normes, la baisse des cotisations sociales, et on va y revenir, parce que les types, ils vous disent, non, mais on va vous augmenter le pouvoir d'achat. C'est la baisse des cotisations sociales. Mais les cotisations sociales, c'est votre salaire différé. C'est la retraite, c'est votre salaire différé. Aujourd'hui, on vous dit, on n'a plus assez de cotisations pour payer toutes les retraites. Mais en 2017, on vous a dit, on va vous les baisser, en communiquant sur le fait qu'on va vous augmenter le pouvoir d'achat. Et bien, vous voyez qu'aujourd'hui, on a la suite. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais que c'est un processus kafkaïen. On arrive 2 ans avant, on vous dit, on vous baisse les trucs, d'accord. 2 ans après, on vous dit, ouais, on vous a baissé, donc on n'a plus de sous. Et c'est pas vrai, on a des sous pour la retraite. Il y a 150 milliards de réserves. Parce que Jospin savait, déjà à l'époque, qu'il allait avoir un problème démographique quand la génération du baby-boom arriverait à la retraite. Ben, il avait prévu, il y a 30 milliards dans le fonds de retraite, et il y a 116 milliards ou un peu plus dans le fonds de retraite complémentaire. Donc on peut passer le cap. Voilà, et puis il y a une solution pour pouvoir avoir un fonds de roulement suffisant sur les retraites, c'est augmenter les salaires. Vous augmentez les salaires, c'est 2,5 milliards dans les caisses de retraite. 1%, c'est 2,5 milliards. Ce sont les Espagnols qui viennent d'augmenter 6% le SMIC. Voilà, donc, je veux dire, c'est pas les pires des révolutionnaires non plus, bien que nos amis de Podemos maintenant soient au gouvernement. Mais en tout cas, voilà, donc ça s'est passé sans révolution. Et les gens, en intelligence collective, ont dit il faut augmenter les salaires pour pouvoir relancer la machine. C'est exactement ce que nous expliquons, mais c'est exactement ce qu'ils ne veulent pas faire non plus. Voilà, le pacte ferroviaire, je vous en ai parlé, la loi contre les gens d'asile et immigration, la loi Elan qui est sympa aussi, c'est une loi qui met en place des baux précaires à partir de 3 mois. C'est-à-dire qu'avant vous avez des baux de 3,69, vous ne pouvez pas vous virer comme ça d'un appart. Là maintenant, oui. Maintenant, il y a des baux précaires, et puis surtout l'assouplissement des normes concernant le handicap. C'est-à-dire que pendant des années, ils ont tanné notamment les gens, les maires dans les collectivités, pour qu'il y ait des accès PMR partout. Et là, on vient d'assouplir les normes. C'est-à-dire que tout ce que vous avez fait, c'est gentil, mais bon, finalement, il n'y a pas besoin. Voilà. L'assurance chômage, c'est une réforme qui ne fait pas beaucoup parler d'elle, mais qui va avoir des conséquences énormes. Et elle va être prise par décret. Donc, c'est-à-dire que là, nous, on sera juste l'Assemblée nationale, une chambre d'enregistrement. Le décret sera posé. Voilà, je donne 2 exemples.
quelqu'un qui travaillait 2 mois et est au chômage 18 mois, puis retravaille 4 mois, avant il touchait 936 € d'allocation, après, aujourd'hui donc, 282. 936, 282. Et un autre exemple, quelqu'un qui travaillait 10 ans à 4500 €, donc oui, il y a le précaire, puis il y a le type qui a quand même un salaire assez conséquent. Avant, 3056 € pendant 34 mois, désormais, 3056 € pendant 6 mois, et puis 2085 € pendant 18 mois. Donc ça veut dire que, en fait, tout le monde est impacté, même les classes moyennes, tout le monde est impacté par les réformes de la retraite, de l'assurance chômage. Tous les gens qui sont en fait producteurs de la richesse en France sont impactés par la spoliation de leur travail et de leur production au profit d'un capital qui, lui, a la part d'elle chaque année, je ne sais plus combien encore d'augmentation de dividendes, de la part des dividendes cette année, mais c'est quelque chose d'énorme. Et puis l'écologie, c'est une écologie de façade. Quand on refuse l'interdiction, soit du glyphosate, où on dit on ne fera pas d'épandage des pesticides à moins de 3 mètres, il ne faut pas qu'il y ait de vent, quoi, quand même. Rien, franchement, tu es agriculteur, à un moment donné, voilà, quoi. Et donc, la loi Egalim, c'est la même chose. Je vais un peu plus vite pour qu'on ait le temps d'échanger. Et puis la retraite, hein, j'y reviens, parce que là, ils nous disent comme ça que ça va être calculé sur toute la carrière. Mais si l'un de vous, j'ai demandé au gouvernement, j'ai demandé à des députés En Marche, s'ils pouvaient m'expliquer ce qu'était une carrière complète à point. Je ne sais pas ce que c'est. Et je ne suis pas le seul, et personne ne sait ce que c'est. Avant, vous saviez que dans le public, c'était les 6 derniers mois, et dans le privé, les 25 meilleures années. Au moins, on savait où on allait. Là, c'est une carrière complète. Et quand je vous parle de société, là, regardez bien ce qui se passe. Là, il se passe la chose suivante. C'est qu'aujourd'hui, moi, je me dis, pourvu que les jeunes aient du travail, parce qu'ils vont payer ma retraite. On est dans cette démarche-là, relativement positive. Mais là, on se dit, pourvu qu'il y ait de moins en moins de monde dans ma génération, pour qu'il y ait de moins en moins de monde pour partager le gâteau. Parce qu'en fait, ça va être une répartition par génération. Et en fait, là, c'est un appel, même au-delà des 2000 € et même après, dans les classes moyennes, c'est un appel d'air à la capitalisation qui est proposé. Et on va tout droit là-dessus. Et ils s'en cachent d'ailleurs de moins en moins. Sur l'audiovisuel, là, on a supprimé France O, France 4, qui était une chaîne pour les enfants, qui était identifiée, que les enfants aimaient bien. France O aussi, donc pour vous dire la considération qu'on a pour nos concitoyens ultramarins. Et puis, on est en train de recréer nos RTF. C'est-à-dire qu'on fout tout dans un truc qui s'appelle France Média, mais nos RTF, qui va être solide, de manière à pouvoir la privatiser le mieux possible. Et puis là-haut, nous avons fait des propositions de loi. Alors moi, j'ai fait une proposition de loi dans ma niche. Alors, dans la niche, c'est-à-dire, c'est pas qu'on donne des niches pour dormir, c'est une niche parlementaire. Et suivant l'importance de votre groupe, vous avez un jour, une semaine, ou plus. Nous, on a un jour. Les communistes aussi ont un jour. Et pendant cette journée, on peut faire nos propositions de loi. Et en 2019, moi, j'avais fait une proposition de loi qui instaurait un statut social des artistes, et pour au moins reconnaître l'importance qu'ils ont dans notre société. J'avais dit qu'on pourrait, 3 mois par an, pendant une période de 3 ans, favoriser, apporter une aide à la création en donnant une espèce de subside qui correspondrait à, pas un salaire, mais quelque chose qui y ressemblait, qui pourrait aider à la création 3 mois par an, et cumulable jusqu'à la 3e année, parce qu'il y a des créations qui durent 3 mois, 6 mois ou 9 mois. Et ça coûtait 300 millions d'euros. Et j'avais, après, trouvé les recettes, c'était de taxer 1% sur le bénéfice d'une diffusion où on aurait récupéré des bénéfices sur la diffusion d'œuvres culturelles, que ce soit photo, cinéma ou peinture. Et donc, on m'avait dit oui, mais ça va aussi embêter les petites associations. Non, non, moi je suis ancien président d'un festival de théâtre. Lorsqu'une troupe, tout serait payé à la fin, il lui reste 5 000 €, elle serait OK pour donner 50 € pour abonder une caisse de création. Il n'y a aucun problème. Et par contre, quand ce sont beaucoup plus gros, des gros producteurs, où là ça parle en dizaines de millions d'euros, et là ce sont des centaines de millions d'euros qui arriveraient, et au bas mot, cette chose-là rapporterait 1 milliard. Donc on dépensait 300 millions et on rapportait 1 milliard.
Et donc, à partir de ce moment-là, ça devenait quand même intéressant, et parce qu'il restait 700 millions pour faire beaucoup d'autres choses dans le domaine culturel. Et cette loi-là n'a pas du tout eu les faveurs de la majorité, on le comprend bien. Alors, d'autres rapports, hein, puisque c'est une réunion de bilan, d'autres rapports sur le statut du collaborateur, sur le handicap, sur le harcèlement, sur le prix unique du livre aussi, et le rapport sur le fonds de soutien à la création artistique. Ici, en Ariège, dans la défense des services publics, ça passe par la défense notamment des écoles rurales. On a obtenu, pas nous, mais en accompagnant les gens qui luttaient pour, on les a soutenus, syndicats et parents d'élèves, la 3e classe de l'Escure, la 2e classe à Saint-Ain, école qui voulait fermer il y a quelques années, et heureusement qu'ils l'ont sanctuarisé, parce que maintenant il faut un 2e poste. C'est pour ça que fermer une école, c'est vraiment insulter l'avenir. Le Carlabail, la réattribution du demi-poste d'enseignant FLS, une nouvelle classe, un nouveau poste à Prades-Montrepos, et puis aucune fermeture d'école dans le RPI de Sainte-Suzanne, Villeneuve, Saint-Martin-d'Oyle et tout le reste par là, où il y avait quand même des velléités de pouvoir détricoter tout ça et au moins fermer 1 ou 2 écoles. On a réussi on s'est impliqué, je dis on parce que c'est pas moi tout seul, c'est le cabinet. C'est-à-dire qu'il y a Anaïs ici et Fabien là, au-dessus. Sans eux, on ne peut pas travailler. Maxime à Paris. Ils font un travail formidable. Et donc, voilà, on a interpellé le gouvernement sur la surcharge des directeurs des petites écoles, de surcharge de travail. Et puis, hier, j'étais à Bergès. Ça fait 1 an et demi que je dis, c'est très bien hein, que le département déploie la fibre. Et donc, il faut donc mettre des formations fibres dans un lycée qui a des problèmes peut-être de pérennité. Peut-être qu'on va le fermer, parce qu'il n'y a pas assez d'élèves. Et donc, il faut y trouver des filières. Et on a installé cette filière THD, et depuis mi-décembre, il y a le très haut débit, la fibre, il y a des stagiaires à Saint-Giron là-dessus. Et nous allons demander à l'Éducation nationale qu'elle l'inscrive sur le catalogue de l'Éducation nationale. Et on va faire la même chose avec la demande du proviseur de Saverdun sur un BTS machines agricoles. Voilà. On a même demandé l'ouverture d'un lycée général à Saverdun, carrément. Mais au moins, on aura peut-être le BTS. Et puis les transports scolaires, les hôpitaux, les situations financières. Là, pareil, on essaie de négocier avec les unions patronales qui détiennent les clés de l'URSSAF pour savoir si on ne pouvait pas effectivement alléger les dettes pour essayer d'au moins sortir des tutelles, des choses comme ça. Voilà, c'est le job qu'on essaye de faire ici en Ariège. Sur les EHPAD, les extensions d'EHPAD, on les accompagne, notamment à Saverdun, sur les 12 lits Alzheimer. Et puis cet infirmier de nuit qui voulait supprimer, quoi. Et cette mutualisation, du moins, où le type, il fallait qu'il choisisse qui sauver, dans un EHPAD ou un autre. Heureusement, le projet a été abandonné. La ligne SNCF, bien sûr, qu'on soutient, on soutient le comité de défense. Et puis les trésoreries, moi j'ai reçu un courrier de Darmanin qui m'a expliqué qu'il ouvrait des trésoreries. En fait, il les a toutes fermées. Il en reste 3. Il reste Pamiers, Foix, Saint-Giron. Tout le reste, il les a fermés. Et il met des guichets. Des guichets, quand vous irez, c'est quelqu'un qui est avec un ordinateur. Si vous tombez bien, une demi-journée, vous aurez peut-être un conseiller fiscal, mais sinon, ce seront des gens qui seront là et qui vous inscriront sur l'ordinateur pour que vous payiez vos impôts. Mais vous donneront aucun conseil parce que, d'une part, ils ne sont pas compétents et pas habilités. Voilà. La privatisation des barrages, j'en ai parlé. La restructuration de l'ONF, ça ici, c'est très important. Les agences de l'eau, l'écologie, bien sûr, et l'agriculture, sur les gravières de Saverdun. Là, on a vu, on a les relevés BRGM, le déplacement des nappes phréatiques, les pollutions, c'est pareil pour les gravières de Romaingou. Et puis, quand on va au Salon de l'agriculture, quand on rencontre le président national de la MSA, on fait part des problématiques des retraités agricoles qui avaient touché un surplus de retraite par erreur ou quoi, mais quand on leur a demandé de rembourser, c'était d'un coup. Alors on a mis un protocole en place où eux mettent une aide sociale à hauteur de ce qu'il y a à rembourser. Voilà, donc ça, le député, lui, il a les moyens de faire ces choses-là, de voir les ministres très vite, de voir les présidents des grandes caisses comme ça, et de pouvoir parler de problématiques tout à fait ciblées. Sur la solidarité, sur les contrats aidés, bien sûr qu'on a lutté pied à pied pour garder ceux qui pouvaient être gardés.
à Hades Europe, l'ATSEM à Prat, voilà, les adultes relais à panier, bien entendu, et puis la défense de la diffusion culturelle ici, notamment avec Terre de Couleur, que tu as accueilli, toi, à Payès. Merci d'ailleurs pour eux, parce que c'est une des meilleures propositions culturelles en Ariège, quand même. Et puis, les associations de solidarité, Max 09, voilà, et le soutien aux réfugiés, aux migrants qui arrivent ici, et on discute avec la préfecture pour revoir des positions de QTF, c'est l'obligation de quitter le territoire français. Et on arrive à faire changer des choses. Et dernièrement, eh bien, grâce d'abord aux collectifs qui se sont occupés des gens, c'est eux qu'il faut remercier, en les accompagnant et en discutant avec la préfète, eh bien, on a sauvé déjà une famille, là, et on espère en sauver d'autres. Et voilà, je dis sauver parce que si les gens reviennent chez eux, il n'est pas certain qu'ils continuent à vivre. Voilà, c'est pour ça qu'on dit sauver, c'est pas nous. Nous, on a accompagné ça, c'est surtout les collectifs des gens qui les ont pris en charge, qui à Massat, à La Blanée, et puis ailleurs. C'est cela qu'il faut vraiment remercier, mais on a participé aussi. Et ça, pour moi, c'est les plus belles victoires. Les collectivités sur les contraintes de la règle de 1,2%. On a fait des questions écrites, on a fait des questions orales, et surtout, j'ai reçu des courriers où les gens, ils sont complètement schizophrènes, quoi, du conseil départemental, où on passe 2 heures avec Danjean et d'autres, où on écrit bien les choses, on dit bon, t'es sûr que c'est bien ça qu'il faut qu'on demande à l'Assemblée et tout ça, voilà. Et on reçoit un courrier où on voit dans des signes de la presse régionale qu'on ne s'occuperait pas de ça, mais on s'en occupe. On a même été voir le conseil départemental pour voir comment on pouvait faire pour s'en occuper. Voilà. Donc, des fois, on a des actes de schizophrénie qui sont... Le complexe sportif de la Tour de Crier sur le complexe sur le sport féminin, et surtout, depuis 2018, 2 députés par département sont associés à la démarche DETR. DETR, c'est la dotation d'équipement des territoires ruraux. Et donc là, on est associé à ça, à la décision. Donc ça, c'est important, et les communes nous envoient les dossiers, et on a langue avec les sous-préfets qui, en amont, préparent les choses. Et les problèmes d'urbanisme, on rencontre avec les maires, ils vont donc 35 réunions quand même sur le territoire, c'est-à-dire que j'aurais pu faire 2 grands-messes, et puis balancer une vérité révélée. Là, 35 réunions sur le territoire depuis automne 2017, 2 ans et demi pour rencontrer tout le monde, mais pour passer une après-midi et parler véritablement des problématiques locales. Et donc, j'ai eu une réunion avec la préfète, là dernièrement, où on a parlé, où j'ai livré tout ce que vous m'avez livré. Et donc, il risque d'y avoir de certaines choses. Et puis la partie internationale, l'UIP, je vous en ai parlé. Sur l'UIP, quand même, je vous dis juste quelque chose, c'est que j'ai proposé la création d'un groupe de travail de haut niveau sur la science et sur l'usage des technosciences et sur l'impact sur l'humanité. La délégation française s'en est emparée et la chose a été votée par acclamation à Belgrade. Donc voilà, je normalement présiderai ce groupe international et nous allons mettre en place une charte éthique internationale de l'usage des technosciences pour prévenir justement les dérives transhumanisme et autre chose. C'est un bouleversement civilisationnel, mais il faut parler de la 3e classe de Lescure, mais il faut parler aussi des perspectives de l'humanité. C'est aussi ça le job, c'est surtout ça d'ailleurs le job du député. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que la France insoumise et nous, on est l'ami de tous les peuples, hein. Mais peut-être pas de tous les gouvernements, mais on est l'ami de tous les peuples. C'est ça qu'il faut savoir. Des fois, on entend des choses... voilà, et je pense que pour moi, aujourd'hui, l'homme le plus dangereux de la planète, c'est Trump. Et avec Kim Il-jung, mais Trump a une très bonne place. Il y a photo entre les deux. Hein. Et quand on a un allié comme Trump, on n'a pas besoin d'énormément d'ennemis, quoi. Je me rappelle, moi, être à Belgrade, et quand il a décidé de retirer de façon unilatérale ses troupes de Syrie, et les Turcs ont envahi une partie du territoire syrien, et ils ont bombardé, et il y a eu des dommages collatéraux, et effectivement, les forces spéciales françaises ont pris des obus sur la tête, parce qu'il y a eu des engagements, et donc des alliés américains. Donc, vous voyez ce que je veux dire, on est avec quelqu'un qui est absolument pas fiable, et le bombardement en Irak a failli nous mener à quelque chose de beaucoup plus grave qu'aujourd'hui. Donc notre idée à nous, c'est de sortir effectivement de l'OTAN, de manière à ne pas accompagner cet atlantisme qui nous mènerait à quelque chose de catastrophique dans la très petite période à venir là. Je vais conclure donc avec
ce que je ferai, c'est que je continuerai à lutter contre la réforme des retraites et empêcher la privatisation du service public ici et au niveau national. Je continuerai ma coopération entre les pays du monde. Là, nous sommes en projet de faire à Saint-Giron et avec le CFA, toujours à Vergès, une coopération avec la Côte d'Ivoire pour former des formateurs en bâtiment ivoiriens. J'ai dit que je serai le VRP d'aucune société privée, parce que je ne suis pas lobbyiste, et ce n'est pas mon job, je pense. Et par contre, oui, je continuerai à œuvrer pour la coopération entre les peuples. Et donc ça, c'est un exemple de coopération. Au niveau légal, on va lancer avec le cabinet et puis les insoumis de l'Ariège, les états généraux de l'Ariège, comme je l'avais promis dans mes tracts de campagne. Alors il va y avoir des thématiques, il va y avoir une thématique sur la transition écologique et paysanne, sur l'économie et l'emploi en Ariège, la population et l'aménagement du territoire, sur la cohésion sociale, la culture et la solidarité. Et il y aura 4 réunions là, et puis une 5e réunion qui fera la synthèse de tout ceci. Voilà. Donc, pour terminer, dans ce climat où on a un gouvernement de technocrates complètement hors sol, je dis aux citoyennes et aux citoyens de continuer à se dresser pacifiquement, bien entendu, mais contre les réformes qui nous sont proposées, qui sont des réformes purement idéologiques. Elles n'ont pas vocation à vous amener un bien-être quelconque ou à remplir les caisses de l'État. Elles sont purement idéologiques. Elles remplissent les caisses de privés, pas de l'État. La mobilisation donc, doit continuer. Mon engagement, de toute manière, restera intact. Et je le répète, je soutiendrai les projets écologiquement et socialement responsables, d'où qu'ils viennent. Et je défendrai une république humaniste. Et pour les élections qui arrivent, les municipales, on a vu là aujourd'hui sur la dépêche la liste foi en commun, les listes citoyennes fleurissent, j'en suis ravi. Alors effectivement, la France Insoumise est beaucoup à l'initiative de ces listes citoyennes. Et ces listes citoyennes rassemblent, on ne donne pas, nous, un certificat de citoyenneté, pas du tout. Mais par contre, on donne un corpus politique. Un corpus politique où, dedans, il y a humanisme, écologie, social. Et donc là, si on est là, alors bienvenue. Voilà, donc, et d'où qu'on vienne. Donc voilà, effectivement, nous avons été à l'initiative, mais aujourd'hui, il n'y a dans les listes citoyennes aucune ribambelle de logo. Ce sont des citoyens qui appartiennent des fois à des mouvements politiques, des fois pas, et qui sont ensemble pour essayer de changer les choses. Et ça, c'est très bien. Et je les soutiendrai du mieux que je pourrai, et je me mets à leur disposition. C'est-à-dire que je ne ferai pas à leur place. Et c'est eux qui décideront localement s'ils ont besoin que je les aide ou pas. Dans certains endroits, je le fais, dans d'autres endroits, ils se débrouillent très bien, et c'est tant mieux comme ça. Pour ceux qui, on en parlait tout à l'heure, seraient en mal d'identité ou de choses comme ça, et qui iraient de l'autre côté de l'hémicycle, là-bas, du côté de l'extrême droite, et qui chercheraient une identité, moi, mon identité, et je pense que c'est la nôtre, elle est née un soir de 1789, elle s'appelle Liberté, Égalité, Fraternité. La voilà, hein, moi, mon identité. Alors, pour nous, là, dans cette partie de l'hémicycle, on a comme ADN la phrase de Jean Jaurès que je vous ai envoyée pour certains, et qui dit, quel que soit l'être de chair et de sang qui vient à la vie, si la figure d'homme, il porte en lui le droit humain. Voilà ce que nous pensons. Voilà, je vais arrêter là. Mais je vais quand même vous dire, vive la République et vive la France, et vous souhaiter une très très bonne année. Et si vous voulez, on peut échanger maintenant, si vous avez des questions.